Cette capsule d'information associée à l'émission Laval en bref, à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les résidences Soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité dans les résidences. Parce que vous savez que la sécurité pour les gens du bel âge, c'est très important. Puis nous, on dit souvent aux gens, informez-vous bien s'il y a quelqu'un 24 heures sur 24 à la réception. Parce que si à un moment donné, il y a des gens qui arrivent pour visiter, il faut qu'ils soient reçus, puis qu'ils soient aussi enregistrés. Ça fait que pour nous, la sécurité, c'est très important. C'est la même chose quand vous avez quelqu'un à la réception 24 heures sur 24. Si vous avez un problème dans votre appartement, dès que vous appuyez sur l'intercom, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Fait que ça, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur tout ce qu'il y a de services dans les résidences. Ici Vanessa Ross. Aujourd'hui à l'émission, nous vous invitons à une chasse aux cadeaux. Aussi, l'association Midi 40 vient nous parler de leur programme. Également, le service des bibliothèques nous invite à leur relâche de Noël. Ils ont plusieurs activités de préparer. Et la table de concertation lavalloise en conditions féminines vient nous parler de leur campagne. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, nous allons recevoir le service populaire de psychothérapie. Aussi, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et on termine avec le service de police de Laval. Bienvenue à Laval en bref. Je vous présente M. Michel Bourgault. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Alors, M. Bourgault est de la Corporation de la mise en valeur du Bois de l'Équerre. Alors, bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir d'être accueilli chez vous. Alors, premièrement, c'est situé où, le Bois de l'Équerre? Le Bois de l'Équerre est situé sur le rang de l'Équerre, qui est la prolongation du boulevard Le Corbusier, donc centre-nord de Laval. Donc, il couvre une superficie d'environ 25 hectares. C'est beaucoup. Et là, est-ce que ça va diminuer avec le temps ou... Bien, ça va commencer à diminuer parce qu'il y a déjà de la construction qui est projetée, mais je ne sais pas, avec tous les développements actuels au niveau de la ville, est-ce qu'il va y avoir des moratoires ou des... Oui, donc justement, de la part du gouvernement. Parlons de la mission. J'imagine qu'une grande partie de la mission, c'est bien sûr la préservation du site, mais vous avez autre mission aussi. Bien, c'est de le faire connaître également, je veux dire, par l'ensemble de la population lavalloise et même régionale, parce qu'il y a des gens qui se déplacent, on s'en rend compte lors des activités de la Rive-Nord et également de Montréal aussi. Il y en a beaucoup de gens qui viennent... Ils viennent faire un tour. Faire un tour, se promener, des randonnées pédestres ou avec leurs chiens, parce que c'est un endroit quand même qui est beaucoup fréquenté par... Parce que de nos jours, on n'a pas toujours le temps peut-être de partir une fin de semaine au complet ou plusieurs jours. Puis des fois, on a besoin de faire... De faire le plein d'énergie, le plein de verre. Le verre, oui. C'est l'endroit idéal. C'est là que vous voyez la différence de température aussi. Quand vous y allez durant l'été, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une différence d'à peu près 5-10 degrés par rapport à les températures environnantes si vous êtes chez vous, près de votre piscine même. Oui. Donc, c'est rafraîchissant l'été? Oui, c'est très rafraîchissant l'été. On voit tout de suite la différence en entrant dans le bois. J'imagine que c'est très beau l'hiver aussi. L'hiver aussi, c'est différent. Chaque saison a ses attraits pour le Bois de l'Équerre. Et là, la saison d'hiver s'en vient. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du Bois de l'Équerre? Pour la saison d'hiver, donc, il y a les deux activités, dont une qui s'en vient prochainement. La chasse aux cadeaux. Oui, parce que j'ai entendu dire que le Père Noël aurait échappé son traîneau au complet dans le Bois de l'Équerre. Oui, il y a eu, c'est ça, une perte de plusieurs de ces cadeaux là, qui ont été, se sont dispersés dans le bois à différents endroits. Donc, il va falloir, bien, c'est ça, il va falloir faire la recherche prochainement. Donc, le 8 décembre, nous, on a ciblé cette date
pour aller faire la récupération des cadeaux qui ont été échappés. Est-ce qu'on sait, j'imagine que les cadeaux sont enveloppés, mais est-ce qu'on sait quel groupe d'âge les cadeaux, c'était pour quel groupe d'âge, je veux dire? Ça s'adresse surtout de 3 à 10 ans, donc accompagnés, c'est sûr, de leurs parents de préférence. Pour les plus jeunes, c'est sûr que, bien, possiblement, ceux de 10 ans diraient que c'est un petit peu assez vieux pour venir seul. Mais de toute façon, il faut qu'ils se déplacent quand même pour venir au bois. Et vous l'avez dit, le bois est quand même assez grand, donc il ne faut pas se perdre non plus. Non, bien, malgré qu'on a amélioré la signalisation, là, on a travaillé beaucoup là-dessus là, pour améliorer la signalisation dans le bois pour les différents sentiers là, qui sont le lièvre, le pic et la tortue. La tortue étant située du côté de l'école des Cardinaux, plutôt que l'ensemble du bois là, est un petit peu plus de l'autre côté. D'accord. Le pauvre Père Noël, il a échappé tous ces cadeaux-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit lui redonner les cadeaux ou on peut les garder? Ça. Non, bien, les enfants doivent le remettre au Père Noël, qui, pour les remercier, va leur remettre un petit cadeau souvenir là, pour l'occasion, dont de nos commanditaires, là, de Serres, le magasin de Serres, la succursale de Laval, au maire de Serres, et le magasin IGA du marché des oiseaux, IGA aussi, qui ont fourni des cadeaux pour remettre, que le Père Noël remettra en personne aux enfants lorsqu'ils rapporteront les cadeaux qu'ils auront retrouvés dans le bois. Alors, on leur dit merci. Et avec la saison d'hiver qui s'en vient, il y a aussi une autre activité qui s'en vient. Oui, au mois de février, c'est la 2e édition de Raquettes en cœur qui devrait avoir lieu autour du 16 février. Le 16 février, on a retenu la date du 16 février pour l'instant. Okay. Et qu'est-ce que c'est Raquettes en cœur? Raquettes en cœur, c'est une randonnée avec un petit circuit de connaissances aussi. On pose des questions, on fait un petit circuit à l'intérieur du bois, puis avec des questions qui sont posées aux participants. Et à ce moment-là, il faut qu'ils trouvent les réponses aux différentes questions qui leur sont posées à différents endroits. Là, on a ciblé des endroits pour différentes questions écologiques en rapport avec le bois aussi. Là, veut dire que les gens doivent répondre, puis ils peuvent vérifier leurs réponses en revenant. Puis, c'est éducatif en même temps. Oui, c'est un côté éducatif. On va essayer de plus en plus comme au printemps, probablement, qu'il va y avoir des activités, les fleurs. Lorsqu'arrive la saison du printemps, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de trilles dans le bois. C'est vraiment merveilleux. Donc, il va avoir également l'activité chasse au coco qui va se répéter pour une 2e année aussi. Dans le temps de Pâques. Dans le temps de Pâques, oui. Dans les semaines précédentes Pâques, donc, on fait l'activité. Et ça a eu l'année passée un gros succès. De même que notre dernière activité, qui était la forêt hantée, là, qui s'est déroulée le 20 octobre dans le bois. Oh, comment ça s'est passé? Oh, ça s'est très bien passé. Il y avait des thèmes assez effrayants pour les enfants. Donc, il y a certains enfants qui étaient effrayés en se promenant. Et ça a attiré environ 400 personnes là, qui se sont déplacées. Là. Oui. C'était aussi un petit peu moins nombreux que l'activité chasse au coco qui avait lieu au mois de mars l'année passée. Alors, des belles activités à tous les saisons, pour faire connaître et aussi sensibiliser les gens à la valeur que ça représente un bois dans une région comme la ville de Laval, métropolitaine, en pleine ville. Je veux dire, ça a des effets bénéfiques sur la santé là, des citoyens du quartier. Le poumon de Laval. Le poumon de Laval, c'est ça la vidéo qui, d'ailleurs, vous pouvez visionner sur le site du Bois de l'Équerre. Donc, il est possible de visionner cette vidéo-là qui a été tournée avec Pierre. Alors, sur le site, quel est le site web pour avoir plus d'informations? www.boisdeléquerre.org. Alors, on peut visionner la vidéo. Il y a aussi également le plaidoyer. On a, lors de notre dernière Assemblée générale, on avait donné un plaidoyer en faveur de la conservation du bois de l'Équerre. On avait publié ça. On l'avait distribué à plusieurs exemplaires. Parmi nos membres qui assistaient à l'Assemblée générale, on l'a également remis. Très bien. Alors, toute l'information y est. Oui. Bien sûr, aussi, on peut rester à l'affût de tout le développement des activités que vous avez au cours de l'année. C'est ça. Alors, on vous remercie beaucoup et on se dit à la prochaine. Bien, merci beaucoup, Vanessa. Bonjour.
Alors, on souhaite le bonjour à Madame Lucie Dubé. Bienvenue à l'émission. Bonjour. On s'est vu, ça fait déjà presque 1 an. Absolument. Alors, vous êtes de l'association Midi 40. Alors, on va se faire une petite aide-mémoire. On va essayer de se rappeler qu'est-ce que c'est Midi 40. C'est une association qui aide les gens de plus de 45 ans à se trouver un emploi. Exactement. Alors, de quelle façon est-ce que vous vous y prenez? Alors, ben nous, c'est ça. On existe depuis... ça va faire 25 ans en 2013. Donc, on est à Laval, qu'on a aidé des milliers de personnes à retrouver du travail. Donc, nous, on est vraiment, comme vous le dites, spécialisés avec les 45 ans et plus en recherche d'emploi. Donc, c'est les employeurs qui viennent vous voir ou les gens qui cherchent des emplois? Habituel, oui, on a les deux. C'est sûr qu'en majorité, nous, on dessert à la clientèle, c'est-à-dire aux personnes de 45 ans et plus résidentes de Laval. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment avec eux. Les gens, je veux juste peut-être faire une parenthèse. Oui. Les gens qui arrivent chez nous sont vraiment découragés parce qu'ils ont cherché de l'emploi, ça n'a pas fonctionné. Alors, ils ne croient plus qu'ils peuvent offrir. Ils pensent qu'ils n'ont plus rien à offrir sur le marché du travail. Et alors, nous, c'est comme ça qu'on les accueille. Donc, on a vraiment un travail de les aider à retrouver leur estime professionnelle, d'abord. On va faire un bilan, vraiment un bilan de carrière avec eux pour vraiment faire un retour en arrière. On fait un inventaire des compétences. Quelles sont, justement, leurs compétences? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant à ce point-ci de leur vie professionnelle? Parce que même à 45 et à 60 ans, je veux pas nécessairement... j'ai pas nécessairement les mêmes objectifs de carrière. Donc, on regarde tout ça avec eux et on se rend compte que quand ils ont passé par chez nous, les gens retrouvent une estime d'eux-mêmes, une confiance professionnelle et après sont en mesure d'aller offrir leurs services à des employeurs. Vous dites que, bon, après 45 ans, entre 45 et 60 ans, on n'a pas les mêmes objectifs côté travail. Pourquoi, après 45 ans, nos objectifs changent? Bien, c'est-à-dire que, rendu à 60 ans, on est vraiment dans le dernier tiers de carrière. Okay. C'est-à-dire que, parfois, les gens veulent diminuer leurs heures de travail. Au lieu de travailler 5 jours, vont travailler 4 jours. Ils ont plus... Il y a des choses qu'on a fait dans notre vie, on l'a prouvé. On n'a plus besoin de... On veut pas nécessairement refaire les mêmes choses. Alors, parfois, on a travaillé dans un domaine particulier, dans un métier particulier, et on va transiter vers un autre type d'emploi pour terminer notre carrière. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine portion qui veulent continuer, leur vie professionnelle longtemps. Donc, dans le fond, c'est quand on est plus jeune, on cherche la croissance, tandis que quand on est en haut de 45 ans, on chercherait peut-être plus la stabilité. Mais j'aurais tendance à croire que pourtant, c'est plus facile de se trouver un emploi après 45 ans parce que, justement, on a accumulé de l'expérience. Quand on arrive et qu'on va dans la rencontre avec l'employeur, on a justement des preuves avec le temps. Donc, pourquoi c'est plus difficile de se trouver un emploi après 45? C'est-à-dire que là, on va être obligé de faire un petit parallèle avec les plus jeunes. Okay. Je dirais que pour l'employeur, les jeunes sont très attrayants. Ils ont, premièrement, ils sont très à jour au niveau informatique. Oui. On peut les former. Tandis qu'avec les 45 ans et plus, ils arrivent avec de l'expérience. Ils arrivent avec... Les employeurs croient qu'ils vont demander un grand salaire. Ils vont croire... Il y a des préjugés. Le marché de l'emploi, en fait, le marché du travail a des préjugés par rapport aux 45 ans. Okay. On pense que, bon, ils ne seront pas capables de s'adapter. Et pourtant, les gens de 45, 50, 55 ans, on est dans le monde informatique comme on s'est adapté. Oui. S'il y a une génération qui s'est adaptée, c'est bien nous, parce que on a passé à travers toutes sortes d'expériences. Mais c'est plus difficile... Vous savez, les employeurs nous demandent quel âge avez-vous? Ils nous le demandent en entrevue. Alors, à un moment donné, les chercheurs d'emploi sont confiants, mais quand on leur demande leur âge et puis que l'intérêt de l'employeur diminue, ils en viennent à penser qu'ils n'ont plus de valeur, que leurs compétences ça vaut plus rien sur le marché, ils coûtent trop cher. Oui. Et finalement, notre travail, nous, c'est de leur redonner une forme de confiance professionnelle et aussi d'approcher l'employeur avec
avec ce qu'ils ont à offrir. Qu'est-ce que j'ai à offrir, moi? Mettre ça en avant. Mettre ça en avant. Donc, vous allez, avec votre service, vous leur montrer comment mettre ça en avant. Là, absolument. Donc, on va vraiment faire un bilan de carrière avec eux. On va refaire le curriculum vitae en fonction de leurs nouveaux objectifs professionnels. Qui ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Est-ce que, selon vous, c'est un désavantage pour les personnes en haut de 45 ans? Peut-être, quand on regarde l'éducation, on s'entend que dans le temps, peut-être les gens de 60 ans n'ont pas le bac à l'université ou la même éducation qu'un jeune. Est-ce que ça joue contre eux? Ça dépend des emplois. Ça dépend des secteurs. Par contre, on sait très bien qu'un bac qui a été fait dans 1974, aujourd'hui, c'est l'expérience qui compte. Oui. Alors, le bac n'a plus tellement de valeur, même si on l'a dans notre CV. Il reste que, pour le jeune, le jeune va souvent sortir des études. Donc, lui, son bac, il s'appuie là-dessus pour trouver du travail. Tandis que on va plus mettre en valeur, finalement, l'expérience de la personne de 45 ans. Et justement, quels sont les avantages d'embaucher quelqu'un de 45 ans? Oh, mon Dieu, il y en a tellement. J'en ai une liste complète. Juste quelques-uns comme ça. Bien, écoutez, les 45 ans et plus sont reconnus pour être dédiés à l'entreprise. Ce sont des personnes très, très loyales envers l'entreprise. Ce sont des personnes qui recherchent la stabilité. Donc, vraiment un message aux employeurs, si vous cherchez de la stabilité, embauchez des 45 ans et plus. Ce sont des gens responsables, ce sont des gens qui sont ponctuels et ils sont reconnus pour avoir un excellent service à la clientèle. Et leurs obligations familiales sont passées, une chose qu'il faut considérer aussi. Absolument, sont dégagées des obligations familiales. Donc, si on est inspiré par votre message aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour participer? Bien, écoutez, vous nous téléphonez. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Est-ce que vous voulez que je dise le numéro de téléphone? Alors, c'est le 450-664-0711. Donc, on est vraiment disponible pour les gens de Laval. Et pour le site Internet, c'est www.assmq.com. Alors voilà, tout y est. Merci beaucoup, Mme Dubé. Bien, ça m'a fait plaisir. Passez une belle journée. Merci, au revoir. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le service bibliothèque ici à l'émission. Et aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à Rachel Sans Regret. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, on va commencer en avertissant, bien sûr, nos téléspectateurs que le service bibliothèque va être... En fait, les bibliothèques de Laval vont être ouverts le 27, 28 et 29 décembre, entre midi et 17 h. Et bien sûr, on prépare des activités pour les groupes de tous les âges. En fond, on va commencer avec les plus petits, de 0 à 4 ans. Qu'est-ce qui se prépare pour eux? Oui, en fait, à chaque année, donc, depuis 2 ans, on ouvre entre le jour de l'an. Et puis, on axe vraiment cette semaine qu'on appelle la relâche de Noël pour les activités familiales. Donc, pour le 0-4 ans, cette année, on va avoir l'organisme Lit avec moi, qui est un organisme lavallois, qui va venir faire la lecture doudou, donc en pyjama. Donc, les enfants sont invités là, à venir en pyjama avec leur doudou pour 1 heure de lecture de conte. Très bien. Qu'est-ce qu'on va lire comme conte? C'est vraiment Lit avec moi qui nous envoie un de ces animateurs là, qui sont toujours axés sur l'imaginaire, le plaisir, la magie de Noël. Donc... Alors, on va être dans des contes de Noël. Exactement. Très bien. Et ensuite, le prochain groupe d'âge? Oui, donc on offre aussi cette année pour les 3-7 ans une pièce de théâtre du Théâtre de la Source. Donc, ça s'appelle Pirouette, le lutin détective. Donc, c'est interactif. Donc, les enfants devraient aussi bien s'amuser là, avec cette pièce-là. Elle est présentée dans 3 bibliothèques du service, donc on peut se renseigner sur Internet. Avec le nom Pirouette, j'imagine que ça va être assez comique. Oui, c'est ludique, c'est familial, on profite là, de l'ambiance des fêtes. Génial. Il y a aussi quelque chose organisé pour les 5 à 12 ans. Oui, donc pour les 5-12 ans, on a le Théâtre de la Source qui invite là, à des histoires gourmandes, un festin d'histoires gourmandes à déguster. Donc, ça tombe bien, c'est la thématique gourmande là, cette année dans les bibliothèques. Donc, ils ont profité là, de notre thématique pour proposer des histoires. On va prendre des livres. Exactement. On en profite, c'est Noël. Et c'est pour les 6-12 ans cette fois-ci. Oui, 6-12 ans, une activité un peu spéciale, la décoration de tête d'oreiller. Donc, c'est des ateliers Sheltoon qui sont venus déjà là, dans les bibliothèques faire des caricatures pour l'Halloween, tout ça. Donc, là, décoration ludique de tête d'oreiller. Alors, on va dessiner, on va bricoler. Exactement. Donc, 1 heure de plaisir aussi. Très bien. Alors, ça fait quand même beaucoup d'activités. Mais bien sûr, vous vous impliquez dans la communauté avec quelque chose. Par contre, vous avez la lecture en cadeau. Oui. Donc, cette année encore, les bibliothèques participent. En fait, sont des points de chute pour l'activité La lecture en cadeau, qui est organisée par la Fondation de l'alphabétisation
consultation. Et puis, ces points de chute-là, donc, sont dans les 9 bibliothèques du réseau. On invite les gens à acheter des livres pour les 0-12 ans. Donc, on favorise là, les livres ludiques, amusants et des bandes dessinées, tout ça. Et puis, on les dépose dans ces boîtes-là. Et puis, après ça, ils sont redistribués là, à peu près au mois de mai dans les enfants qui sont des quartiers défavorisés. Donc, c'est une belle activité. Ces boîtes-là sont dans les 9 bibliothèques sur le territoire de Laval? Exactement. Très bien. Et il y a aussi quelque chose d'autre que... Oui, donc on participe aussi avec les paniers de Noël. Donc, on ramasse des denrées non périssables dans chacune des bibliothèques et dans tous les autres lieux municipaux. Donc, les bibliothèques participent à ça avec Moisson Laval et le Centre de bénévolat Laval. Donc, on a 2 boîtes. Exactement, 2 boîtes. Et puis, on a aussi les petits sous qu'on ramasse pour la Fondation. Donc, on s'implique vraiment là, dans la période des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait si on a besoin d'idées pour savoir quoi acheter peut-être à un enfant? Tu sais, des fois, on n'a pas d'enfant, mais on voudrait participer à quelque chose comme ça. Donc, vous avez des suggestions? Oui, moi, j'ai des suggestions à vous faire aussi pour les familles. Dans le fond, dans le temps des fêtes, je pense que souvent, les gens sont en congé. C'est un beau moment là, pour profiter là, des moments passés ensemble. Donc, je vais faire là, un petit peu une groupie de moi-même en vous présentant les superbes livres d'Élise Gravel qui viennent de gagner un prix du gouverneur général. Donc, elle a 2 séries qui sont absolument magnifiques et très amusantes. Donc, elle a les petits dégoûtants, qui sont ici le ver de terre et puis la mouche. Donc, voilà. Par le petit bébite. Exactement. Donc, c'est absolument original, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis, c'est très, très drôle. Donc, c'est garant de superbes projets. Et puis aussi, les super machins. Donc, on a ici Super Popol et puis Super Lulu, qui sont 2 de cette série-là. Et puis ça aussi, c'est des super-héros avec des pouvoirs complètement loufoques. Là. Encore une fois, le même groupe d'âge? Exactement. Donc, pour les enfants, 0-12 ans. Des super-héros avec des pouvoirs loufoques? Oui. Quel genre de il y en a un, c'est ça, le nombril bionique. Et puis, donc, c'est... Nombril bionique. Exactement. Donc, ça promet d'être très, très drôle. C'est vraiment très bon. Adorable. Il y a aussi un film ici. Oui, donc les bibliothèques, on a plusieurs choses. On n'a pas seulement des volumes, donc on a aussi des DVD. Donc je proposerais, là, pendant la période des fêtes, évidemment, de retourner assez classique avec les contes pour tous. Donc celui-là, ici, La Grenouille et la Baleine. Mais on a un paquet là, de films, de téléséries pour les enfants. Et puis une petite nouveauté qu'on a là, depuis la semaine dernière, c'est les jeux vidéo en bibliothèque. Vous avez des jeux vidéo? On a les jeux vidéo maintenant. Donc dans chacune des bibliothèques, on a pour 3 consoles de jeux. C'est très bien pendant le temps des fêtes. Exactement. Alors justement, le temps des fêtes est aussi un bon moment pour s'inscrire aux bibliothèques. C'est C'est gratuit, c'est gratuit, donc tout est gratuit. La carte de bibliothèque est gratuite, l'inscription aux activités est gratuite. Il faut juste appeler et puis s'inscrire à l'avance. Ah, on peut le faire au téléphone? Vous pouvez le faire au téléphone en personne et puis, dans le fond, c'est ça, on vous attend là, vous inscrire dans les bibliothèques. Pour avoir le numéro de téléphone, on va sur le portail. Oui, vous pouvez aller au portail. Sinon, si vous connaissez la bibliothèque de votre quartier, vous pouvez vous présenter. Il y a du personnel qui pourra... sinon, sur le portail de la Ville de Laval, dans l'onglet Culture, vous allez avoir les bibliothèques. Est-ce qu'on peut seulement aller à la bibliothèque de notre quartier ou on peut aller à toutes les bibliothèques? Toutes les bibliothèques. Oui. Donc, on travaille en réseau. Les 9 bibliothèques sont reliées. Donc, vous pouvez même emprunter dans un lieu et puis remettre dans un autre lieu. Vraiment? Donc, oui. Ah, c'est pratique, ça? Oui, c'est vraiment... On travaille réseau maintenant. Très bien. Alors, on va vous souhaiter un très beau temps des fêtes avec toutes ces belles activités-là. On invite bien sûr la population à participer. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour. Et nous voilà à 3 filles alentour d'une table. Et c'est pas pour rien. On reçoit aujourd'hui à l'émission la table de concertation de Laval en conditions féminines. Alors, bonjour à Mylène. Bonjour. Eliane, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, on est ici aujourd'hui là, parce que du 25 au 6 décembre aura lieu la campagne 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Alors, c'est le sujet que vous avez choisi cette année pour les 12 jours d'action. Pourquoi ce sujet est encore d'actualité? Bien, ce sujet est encore d'actualité parce que chaque jour, des femmes vivent des violences parce qu'elles sont femmes. Donc, cette campagne-là n'est pas uniquement choisie par la table de concertation de Laval en conditions féminines, mais c'est une campagne qui est à la fois nationale et internationale. Donc, au niveau du Québec, c'est 12 jours d'action qui commencent le 25 novembre et qui se terminent le 6 décembre. Donc, le 25 novembre, c'est la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et le 6 décembre, ça souligne, ça commémore la tuerie de la Polytechnique qui a eu lieu le 6 décembre, où c'est 14 femmes qui ont été tuées et 14 blessées parce qu'elles étaient des femmes. Très bien. Donc, bon, oui, il y a encore des femmes qui peuvent vivre de la violence, mais est-ce que ça nous touche peut-être moins maintenant en 2012 que dans le temps? Il y a quand même une amélioration.
Bien, la violence est différente, elle est aussi plus sournoise, puis on a intériorisé beaucoup de comportements qui sont violents. Donc, justement, le thème cette année de la campagne, c'est la violence envers les femmes, continue à exister parce qu'on ne croit pas les femmes, parce qu'on excuse les hommes, parce qu'on garde le silence et parce qu'on véhicule des stéréotypes sexistes et racistes. Donc, quand on dit qu'on ne croit pas les femmes, bien, par exemple, une femme qui va être victime d'un viol, souvent, on va présupposer qu'elle a eu un comportement qui aurait pu amener quelqu'un... Provoquer le viol. Alors que... parce que tout le monde provoque ça, des viols. Exactement. Alors que si, par exemple, un homme se fait battre sur la rue ou se fait voler, on ne va pas présupposer cette chose-là. Même chose pour on excuse les hommes. Bon, par exemple, un crime passionnel, on va dire oui, il était très tendu, son travail était très exigeant, donc on va chercher des excuses. Au niveau du silence, bien, on a l'impression notamment que la violence conjugale est quelque chose qui se passe dans les ménages, donc on ne peut pas trop s'en mêler. Oui. Donc souvent, c'est gardé sous silence. Oui, pas... silence aussi parce que les femmes ont un peu honte peut-être aussi. Oui. Ils ne veulent même pas en parler à leur famille parce qu'ils ne veulent pas que le jugement de leur conjoint change auprès de ces personnes-là. Donc, si eux autres ils ont espoir que ça change, ils ne vont pas en parler tout de suite, puis peut-être que des fois, il est trop tard. Oui, puis les voisines ou voisins, mais souvent, ça peut être difficile de savoir est-ce qu'ils se sont seulement chicanés ou c'est vraiment de la violence conjugale. Oui, parce que ça peut arriver à tout le monde de crier, puis là, on se demande ce qui se passe chez les voisins, mais exactement. On sait jamais. Donc, il y a vraiment tout un silence, autant au niveau de la violence conjugale qu'une femme, par exemple, qui va avoir été violée, c'est très difficile d'aller déclarer les choses à la police puis de faire toutes les démarches. Dans la violence, il y a aussi, bien sûr, la violence verbale, psychologique, exactement. Et au niveau des stéréotypes sexistes et racistes, bon, on pense seulement aux publicités qui sont véhiculées. L'image de la femme, la façon qu'elle est perçue dans les films, un peu partout. Et justement, on va parler de films avec toi. Alors, cette fois-ci, le 4 décembre, il va y avoir un film là, qui aide un peu la thématique. Et cette fois-ci, l'image de la femme, va être plutôt inspirante. Alors, c'est quoi le sujet du film? Oui, bien, le film s'appelle L'Imposture. C'est un documentaire de Ève Lamont. Ça porte sur le sujet de la prostitution. En fait, ça vise à un peu dévoiler la face cachée de ce qu'on tend à voir ces temps-ci dans les médias comme étant un métier ou un travail comme un autre, ce qu'on appelle le travail du sexe. Alors, la documentariste Ève Lamont, elle essaie de dévoiler à quoi ressemble vraiment la réalité des femmes qui travaillent dans la prostitution, puis à montrer, en fait, comment c'est difficile de s'en sortir, comment c'est difficile de récupérer une vie normale, de se réinsérer socialement. Donc, ce film rend hommage là, aux femmes qui ont passé par-dessus cette épreuve pour en venir à autre chose. Donc, c'est très important là, de comprendre ce message. Ça peut être très inspirant. Oui, mais c'est une sensibilisation aussi du public à c'est quoi la réalité de la prostitution et à toute la violence dans laquelle ces femmes-là vivent au quotidien. Je veux même pas imaginer. Donc, cette journée-là, le 4 décembre, c'est le film qu'on va pouvoir visionner. Au Cégep, au TRAC. La salle s'appelle le TRAC. C'est à 13h. Puis juste avant ça, à 12h45, entre 12h45 et 1h, on va faire une action éclair dans l'Agora du Cégep. Qu'est-ce que c'est qu'une action éclair? Mais on ne peut pas vraiment le dire parce que c'est une surprise. C'est une mobilisation très rapide, en fait, qui vise à sensibiliser sur la violence envers les femmes. Puis on veut montrer le côté, justement, que c'est occulté, que c'est parfois invisible. Donc, on reste la bouche cousue, on donne pas trop de détails, mais c'est quand même très important d'y être à midi, c'est ça? 12h45 à l'Agora. Puis les femmes qui voudraient participer à l'action pourront se diriger vers... Il va y avoir des travailleuses qui vont porter une cocarde avec le logo de la table de la TCLCF. Alors, les femmes qui voudront participer pourront se diriger vers elles puis recevoir les instructions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au programme à mettre à l'agenda pendant ces 12 journées-là? Bien, au niveau du site de la Fédération des femmes du Québec... on voit au bas de l'écran. Exactement. Il y a tout un programme. Donc, en fait, toutes les organisations qui mènent des actions dans le cadre des 12 jours sont invitées à informer la FFQ. Et elles, à ce moment-là, vont répertorier toutes ces actions-là sur le site Web. Donc, c'est pas une campagne qui est orchestrée par un seul organisme, mais vraiment par toutes les organisations qui travaillent à cette question-là. Et la somme de toutes les actions fait le tout de la campagne. Très bien. Alors, si on veut obtenir plus d'informations, c'est sur ce site-là qu'on va pouvoir l'avoir. Et sur notre site Web de la TCLCF, donc, qui apparaît au bas de l'écran, et notre page Facebook. Et votre page Facebook. Alors, si on pourrait terminer peut-être l'entrevue avec un petit message pour les femmes qui écoutent l'émission en ce moment.
Bien, nous, on espère avoir une très grande participation lors du film. C'est vraiment un très beau film et la réalisatrice sera sur place. Donc, la table de concertation de Laval en conditions féminines travaille pour l'amélioration de la qualité des conditions de vie de toutes les Lavalloises. Donc, pour nous, c'est d'abord et avant tout pour les gens. Donc, c'est nos activités publiques. C'est gratuit, voilà. accessible à tout le monde. Alors voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup les filles. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ne bougez pas, tout de suite après ces courts messages, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. Pour débuter la partie de l'émission de la vitrine communautaire, je vous présente Richard Lavoie, bonjour. Bonjour. Et Lucie Charette. Bonjour. De Service populaire de psychothérapie. Alors, c'est un service que moi, je ne connaissais pas. Alors, on va peut-être commencer avec vous, M. Lavoie, en parlant un peu de l'historique de ce service. Bien, en fait, c'est un service qui a été mis sur pied en 1992 par des membres de la communauté qui voulaient, dans le fond, offrir aux personnes à faible revenu la même chance que tous les autres citoyens, donc avoir accès à des services de psychothérapie. On le sait, c'est pas toujours facile d'avoir accès à ces services-là. D'abord, c'est coûteux pour les personnes qui sont à faible revenu. Souvent, ils ne peuvent pas se les payer. Oui. Et en passant par le réseau public, c'est quand même possible, mais on sait des fois les difficultés, sur les temps d'attente, tout ça. Alors, c'était l'objectif de la mise sur pied de notre ressource, et là, qui existe depuis maintenant 20 ans. Alors, le service est disponible depuis 1992. Alors, on célèbre les 20 ans. Oui, exactement. Félicitations. Oui, merci. C'est une très bonne chose. Et là, j'imagine qu'en 20 ans, bon, il y a quand même eu une évolution des services. Ça a commencé comment par rapport à ce que c'est maintenant? Bien, en fait, je vous dirais qu'au niveau de la psychothérapie comme telle, c'est offert depuis le début. L'évolution qu'il y a eu, c'est qu'écoutez, d'année en année, les demandes sont toujours de plus en plus présentes, ce qui fait qu'actuellement, on est rendu à offrir, je vous dirais, près de 6 000 entrevues par année. Wow. Donc, c'est une belle évolution. Vous avez combien de clients? Ça dépend. Je vous dirais que d'une année à l'autre, ça peut tourner entre 350 400. Parce que chez nous, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ce qui fait que les clients qui arrivent chez nous, au bout d'une dizaine de rencontres, on leur dit pas, écoutez, c'est fini, il faut passer à autre chose. On y va à la demande du client. Ah, donc, les gens peuvent rester là, aussi longtemps qu'ils le désirent en soutien chez nous. Donc, la psychothérapie, est-ce que c'est une psychothérapie qui est individuelle ou c'est de groupe? C'est individuel, pour l'instant. On travaille actuellement sur un projet de psychothérapie de groupe. Par contre, on a aussi des groupes de développement personnel qui sont basés sur différents apprentissages, donc la connaissance de soi, la communication, le parcours de vie, la relaxation. Alors, ça veut dire que les personnes qui viennent chez nous en psychothérapie individuelle peuvent aussi, s'ils le veulent, joindre un groupe de développement comme celui-là pour compléter. Donc, c'est bien d'avoir les deux, hein? Ça complète bien la psychothérapie. Ah, oui. Donc là, les gens qui ont besoin de voir un psychothérapeute, un thérapeute, est-ce qu'ils ont accès à quelqu'un à toutes les semaines, c'est à toutes les 2 semaines, à tous les mois? Habituellement, le suivi, c'est aux semaines. C'est ce qui est recommandé parce que c'est quand même un bon travail. Hein? La psychothérapie, c'est une implication. On va vraiment regarder les processus internes. Donc, c'est un gros travail. Là. La personne qui s'embarque dans une psychothérapie, il faut qu'elle soit prête à travailler puis à s'investir dans ce travail-là, dans ce développement-là. Mais c'est vraiment très, très profitable. Très bien. Ah, et vous, Mme Charette, vous êtes psychothérapeute. Oui. Donc, on peut peut-être parler ensemble un peu du profil de votre clientèle. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui souffrent de quel type de problème ou de santé mentale? Bien, ce qu'il y a de particulier au service populaire de psychothérapie, c'est que les gens qui y arrivent sont, contrairement aux autres gens qui vont en psychothérapie, souvent à faible revenu. Donc, ce sont des gens pour qui la précarité financière, c'est déjà une problématique, très souvent. Souvent, ce sont des gens qui souffrent de cette précarité financière-là déjà depuis longtemps, sinon depuis les générations précédentes, vraiment. Autrement, ce sont des gens qui sont ou bien qui ont des problèmes d'anxiété ou bien encore la dépression. Il y a des gens qui souffrent d'inquiétude chronique. Il y a des gens qui ont des troubles
qu'ils qualifient de relationnel, des gens qui ont des difficultés au travail ou à garder un travail ou bien à l'intérieur du travail, toutes sortes de difficultés, ou bien avec l'autorité, ou bien avec les collègues, des gens qui trouvent aussi parfois qui se mettent dans des situations dangereuses ou bien dangereuses, oui. ou bien qui ne les avantagent pas, où ils se trouvent à être perdants. Je me suis toujours demandé, c'est quoi la différence entre aller voir un psychologue, aller voir un psychiatre, un psychothérapeute, un thérapeute? Qu'est-ce qui est de différent dans l'approche? Bien, en psychothérapie, il y a plusieurs approches. Il y a des approches pour, disons, des approches plutôt cognitives ou comportementales qui s'adressent souvent à des gens qui présentent un problème immédiat pour lequel ils veulent une solution rapide. Okay. Donc, des fois, certains troubles anxieux, des fois, certaines phobies, des fois, peuvent être traités de cette façon-là. Donc, pendant les rencontres, en fait, le client va parler, va discuter, ou c'est autre chose? C'est vraiment plus la discussion? Oui, okay. Mais dépendant du type de psychothérapie, donc je parlais du cognitivo-comportemental, le thérapeute va proposer des activités, va proposer des devoirs, si on peut dire, va proposer des activités. Pour améliorer sa vie, son quotidien. Exactement. Alors qu'il y a d'autres types de thérapies, comme par exemple la thérapie plutôt dynamique ou psychodynamique ou psychanalytique, où le travail, c'est vraiment au niveau des mots. Mais là, on aborde la vie psychique interne, hein? Donc les rêves, les motivations, les désirs, le passé aussi, les souvenirs, et par la parole et par l'accompagnement, puis c'est, comme Richard disait, hebdomadaire, généralement, une rencontre par semaine, la constance de ça, puis la relation qu'on établit avec... le thérapeute, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des bons résultats, ça, une psychothérapie, généralement? Ça prend beaucoup de temps avant que les choses s'améliorent? Ça prend, dépendant évidemment de la raison pour laquelle la personne vient en psychothérapie. Ça peut être de quelques mois à quelques années, dépendant de la raison pour laquelle elle vient en thérapie, puis aussi dépendant de comment la personne se sent soulagée de sa détresse ou du problème qui l'a emmené en thérapie. Vous savez, il y a parfois des gens qui viennent en thérapie, puis qui ont eu réponse à leur questionnement ou à leur problématique, à leur souffrance, puis qui reviennent. Tous des aspects positifs qu'on peut retirer d'une psychothérapie. Donc, j'imagine que la vie doit être plus positive. Ça fait du bien de parler avec quelqu'un de ses problèmes. On ne peut pas toujours le faire avec nos proches. C'est pas toujours bon de le faire avec nos proches aussi. Non plus. Des fois, il ne faut pas trop mêler les choses. Ce que je me demande, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut avoir accès à ces services-là? Ça a quasiment l'air trop beau pour être vrai. Bien, en fait, évidemment, c'est sûr qu'un des premiers objectifs de notre mission, c'est l'accessibilité. Okay. Ce qui fait qu'au départ, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup de références du réseau public. Toutefois, les gens peuvent se rendre directement à nos locaux, peuvent appeler à nos locaux pour demander d'avoir accès aux services directement. Donc, on est vraiment un organisme de première ligne. Donc, pas obligé de passer par le CLC ou quoi que ce soit, ou un médecin. Non, non, exactement. Et ensuite, on a une tarification, nous, qui est ajustée au revenu de la personne. Okay. Donc, ça varie selon les revenus, mais aussi selon le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Okay. Donc, une personne qui est à très faible revenu va payer aussi peu que 10 $ l'entrevue, comparativement à 85 et plus là, dans le milieu, en bureau privé. Privé, pardon. C'est ça, en bureau privé. Alors, c'est vraiment, vraiment fait là, de façon à ce que ce soit accessible. Là, ça peut prendre combien de temps avant de pouvoir recevoir des services? Écoutez, c'est une question de semaines et ça dépend toujours des périodes dans l'année. Je ne vous cacherai pas que les demandes de la part de la clientèle se multiplient d'une année à l'autre. Donc, nous aussi, des fois, on est pris là, à malheureusement faire attendre les clients un peu. Mais je vous dirais que c'est habituellement c'est une question de semaine. Donc, ça va quand même assez vite. Mais j'imagine que vous devez avoir une grande équipe de psychothérapeutes. On a actuellement une équipe constituée de 25 psychothérapeutes. Certains sont psychologues, certains sont psychothérapeutes. Tantôt, on parlait un peu des différences, hein, c'est ça. Les différences s'amenuisent beaucoup maintenant avec l'arrivée de la loi 21,
qui a amené un nouveau cadre là, à la fonction, au titre de psychothérapeute, ce qui fait que maintenant, les psychothérapeutes ont accès à ce titre-là autant que les psychologues. Ce qui fait que l'Ordre des psychologues du Québec chapeaute toute cette organisation-là. Et chez nous, tous les psychothérapeutes sont accrédités. Ce qui fait qu'on a des gens qui développent en plus, d'une année à l'autre, une expertise particulière auprès de notre clientèle, là, auprès des personnes à faible revenu. Oui. Oh, wow! Mais quand même 25 psychothérapeutes, c'est beaucoup. Oui, oui. Si vous avez quand même à répondre à la demande, vous avez des gens qui travaillent fort. Les psychothérapeutes qui viennent travailler chez nous acceptent de venir travailler à un tarif réduit. Ça, c'est important de le mentionner parce que c'est pratiquement du semi-bénévolat. On peut leur lever nos chapeaux si on n'en sort pas. Absolument. Très bien. Oui. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est soit de téléphoner ou d'aller regarder sur votre site Web. Oui. Quel est le numéro de téléphone? Dans le 450, c'est le 975-2182. Merci. Pour le site Web? www.spp, pour Service populaire de psychothérapie, _laval.qc.ca. Super. Alors, je vous dis merci à vous deux. C'était très intéressant. Merci pour votre beau travail. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci, au revoir. Accueillons maintenant M. Richard Martel. Bonjour. Bonjour. Et puis M. Gérald Blanchot. Bonjour, enchanté. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, ensemble, on va parler de quelque chose qui tient au cœur de plusieurs personnes. Juste à Laval, on peut dire qu'il y a 21,5 des jeunes qui lâchent l'école, le secondaire. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, à tous les deux. Vous avez chacun votre façon de contribuer à essayer d'aider ce problème. Alors, commençons avec vous. La Chambre de commerce s'est impliquée dans cette cause. Ça fait plusieurs années que vous pensez à ça. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé tout récemment. Exact, exact. Déjà, c'est anormal qu'une chambre de commerce s'insère dans un milieu qu'on pourrait dire social, de persévérance scolaire. Mais nous, on y travaille depuis déjà quelques années. Et puis, il y a quelques semaines, on a finalement lancé notre programme de certification des employeurs pour aider les jeunes à réussir leur première diplomation. Et puis, essentiellement, ce qu'on veut, c'est... On aimerait ça que les jeunes se donnent la fierté de réussir ce premier diplôme. 21,5 à Laval, honnêtement, c'est beaucoup. Oui. C'est 1 sur 5, plus de 1 sur 5 qui ne réussit pas, qui ne va pas atteindre la diplomation. C'est majeur. Dans une économie où le savoir est si important, ça l'est aujourd'hui, ça va l'être encore plus, bien, ils ne se donnent pas les outils pour réussir à long terme. Puis en fait, nous, comme économie, comme secteur financier, mais si on ne les encourage pas à réussir, on ne se donne pas nous-mêmes les outils pour réussir. Puis là, on se disait que la Chambre de commerce, bien, c'était la meilleure plateforme socio-économique qu'on pouvait utiliser. Et le programme de certification devenait un mot juste de bel outil pour dire aux jeunes, aux parents, mais surtout aux entreprises, vous devez être au courant de ça, puis vous avez un rôle à jouer. C'est pas juste le ministère de l'Éducation. Tout le monde fait sa part. Nous, on a notre petit rôle de sensibiliser les entreprises qu'un jeune qui travaille a plus de chance, mais un jeune qui travaille trop a pas mal moins de chance. Quand on dit un jeune qui travaille a plus de chances de terminer les études, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, un jeune qui travaille, il y a des statistiques. Et les jeunes qui travaillent 20 heures et moins ont beaucoup plus de chances de réussir leurs études. Oui. Ils développent leur sens, ils développent leur responsabilisation, l'empowerment que je vais appeler. Ouais. Ils discutent avec d'autres, ils rencontrent des clients. Il y a toutes sortes d'éléments qui font en sorte que ils sont une personne drôlement différente que s'ils jouaient au jeu dans le sol à la maison. Donc, ils développent tout cet aspect. Puis en plus d'avoir des sous, des sous discrétionnaires qui sont drôlement importants aujourd'hui, le téléphone, le ci, le ça. Oui, avec nos téléphones intelligents et tout. C'est important. Donc, le jeune qui travaille a beaucoup plus de chance. Le danger, c'est qu'il ne faut pas qu'il travaille trop. C'est ça. Oui, parce que vous avez mentionné maximum 20 heures semaine. Je trouve que 20 heures, c'est quand même beaucoup quand on est aux études en même temps. Surtout si on prend ses études vraiment au sérieux puis qu'on veut étudier, pas juste aller à l'école. Exact, tu as absolument raison. Donc, de là, l'importance du programme qu'on a mis en branle il y a quelques semaines. C'est-à-dire, écoutez, monsieur employeur, 1, embaucher. C'est bon pour nos jeunes. 2, faites attention au nombre d'heures. Tu sembles dire 20 heures, c'est effectivement beaucoup d'heures. Mais ça, c'est mon opinion. Non, tout à fait. Mais disons que c'est un maximum. Oui, OK. Et donc, contrôlez le nombre d'heures. Prenez conscience de son horaire scolaire. Son horaire scolaire, évidemment, au secondaire, c'est assez simple. Là. Lundi au vendredi, bang, c'est là-dedans.
Par contre, il y a les examens qui viennent jouer. Mais les périodes d'études, l'examen, c'est telle date, mais il faut encourager l'étude, évidemment, pour pouvoir la réussir. Fait que ça, c'est important, puis ça fait partie de notre programme. Fait que c'est notre petit quelque chose, notre ajout à tous les efforts qui sont mis en place. Donc, ça fait plusieurs années, justement, que vous brassez cette idée-là. Là, Vous avez parlé avec des employeurs. Est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus de gérance pour eux parce qu'ils doivent employer plus de gens, vu qu'ils travaillent des courtes heures. Donc, est-ce que ça a été difficile ou c'était réceptif? En fait, M. Première Moisson va être en mesure de bien répondre à ça, mais il y a... Honnêtement, je n'ai pas rencontré un seul employeur ou une seule entreprise qui n'était pas intéressée à ça. Oui. Eh bien, tu sais, d'être contre ou de ne pas travailler en faveur de la persévérance scolaire, je n'en rencontre pas, puis je ne crois pas qu'on va pouvoir en rencontrer un. Heureusement, tout le monde est d'accord avec le principe. Donc, c'est juste d'aller un petit peu plus loin, de dire, bon, bien, on va vous sensibiliser sur les quelques règles qui sont à adopter pour aider encore plus, donner une petite coche de plus, c'est notre petit côté à Laval. Très belle initiative, très bonne idée. Alors, de quelle façon est-ce que ça fonctionne pour l'employeur? Est-ce qu'il doit communiquer avec vous pour être certifié? Est-ce qu'il y a certaines règles à suivre? En fait, il y a plusieurs activités qui vont avoir lieu au cours de la prochaine année. On rencontre des entreprises, il y en a qui participent à nos rencontres et on va les sensibiliser. Donc, il y a deux façons. On va sensibiliser, c'est un, mais on veut surtout, au travers du programme, saluer celles qui participent, celles qui s'engagent. Fait que tu as deux types d'entreprises. Tu as les employeurs de jeunes étudiants et eux, ils doivent respecter 3 critères qu'on va mettre évidemment sur la place publique. Les 3 critères, c'est 20 heures et moins, c'est de respecter l'horaire scolaire et c'est de prendre en compte la période d'examen et la période d'études. Ça, c'est les 3 critères principaux. Il y a aussi les entreprises engagées. Les entreprises engagées, c'est un peu comme mon entreprise AP International, qui n'engage pas nécessairement de jeunes, mais on devient un porte-parole sur la place publique de dire hey, c'est important ça, aidez donc, puis peut-être... Pas tous les employeurs peuvent le faire, exact, là, on s'entend. Exact. Donc au moins, si vous en parlez, que le message se... Tout à fait. Et ce programme va prendre la vie au cours de l'année, au cours de la première année, mais au cours des prochaines années. C'est pas un projet qui va arrêter. C'est pas un projet d'une année, là. D'ailleurs, le plan de projet qu'on a mis en place l'année passée, c'est un projet quinquennal. C'est un travail de longue haleine. On souhaite que ce soit le plus court possible. Ça voudrait dire que le pourcentage de décrochage aurait tombé à 10 ou à 15 mais avant que ça... Il y a beaucoup de travail à faire. C'est des petits pas, mais c'est très important. Les petits pas, la loi des petits pas. Bravo. Et puis là, est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont certifiées en ce moment? En fait, on a probablement une vingtaine d'entreprises qui sont engagées. On a déjà quelques entreprises qui sont certifiées ou sur le point de l'être. Donc, Première Moisson, effectivement. Alors, vous avez décidé de participer à ça. Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous, on pense que l'éducation est essentielle au développement de nos employés. Ça confère à l'employé plusieurs avantages. Ça leur donne une ouverture d'esprit. Puis on le disait tout à l'heure, quand les personnes conversent avec les clients, ils savent quoi leur répondre parce qu'ils ne parlent pas toujours que des produits. Donc cette ouverture d'esprit-là, s'ils n'étaient pas en éducation, ils ne pourraient pas l'avoir. Oui. Ensuite, c'est une activité structurante. Pourquoi? Parce que l'étudiant doit respecter ses horaires de travail, ses horaires d'études, doit rendre des devoirs. Et puis cette activité-là structurante, on va s'en servir, nous, en entreprise. Parce que l'employé qui travaille pour nous doit être à l'heure, tout comme il doit rendre ses devoirs à l'heure. Il doit être présent quand il s'engage à être présent, tout comme il doit être présent à ses cours et il doit être présent aux examens. Donc c'est un parallèle qu'on arrive à faire. C'est pour ça qu'on s'est engagé. Je trouve ça, le mot, c'est intéressant. Parce que le mot « engagé » est bon pour tout le monde là-dedans. Est bon pour le jeune, est bon pour l'employeur, entreprise, mais c'est aussi bon pour tout le monde. C'est bon pour les parents, c'est bon pour le jeune. Tout le monde travaille tu t'engages à arriver à telle heure, tu t'engages à terminer, tu t'engages à faire un travail. Le mot « engagé », écoute, je salue le commentaire. C'est intéressant, je rajoute, on peut rajouter sans arrêt. Qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant que vous faites partie de ce programme? Ça peut appeler ça comme ça. Avant, vous aviez moins d'employés, j'imagine? Non, mais nous, en fait, on formalise simplement une pratique que l'on faisait déjà. OK. Parce que chez Première Moisson, on a une conscience sociale. On n'est pas qu'une entreprise qui est là pour faire des ventes et puis faire des bénéfices. On a également
une conscience sociale et puis on s'occupe du développement de nos gens. Donc en fait, ce qui se passe, nous, chez Première Moisson, c'est que les horaires sont faits en fonction de la disponibilité des gens. C'est-à-dire que nous, à Laval, on demande une fiche de disponibilité pour les étudiants en fonction des sessions, ce qui fait que autant de sessions il y a dans l'année, autant de fois les étudiants nous rendent des fiches de disponibilité. Et puis nous, on s'engage, et puis on le fait, on leur donne des horaires en fonction de leur disponibilité à eux. Okay. Par exemple, l'an dernier, bon, il y a des étudiants qui nous suivent pendant très longtemps. L'an dernier, il y a des gens qui nous donnaient trois possibilités de journées par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on va les céduler 3 jours par semaine, mais on peut les appeler pendant ces 3 jours-là. Ils sont disponibles. Cette année, à cause des mouvements de grève qu'il y a eu et puis de la concentration des cours, ben, ces gens-là sont tombés à une seule journée, ben, on respecte cette journée-là. Donc en fait, on ne les appelle que dans la journée où ils nous disent « je suis disponible ». Wow! Et là, vous trouvez avoir combien d'employés? Ben, en fait, à la boulangerie, nous sommes à peu près une 60aine, mais aux ventes, oui. C'est impressionnant, non? OK, aux ventes, nous sommes à peu près une trentaine. Il y a à peu près une trentaine d'employés. Et puis on va dire que sur la trentaine d'employés, 70%, 75%, ce sont des employés à temps partiel. Et dans ces 75%-là, on va dire que 80%, ce sont des étudiants. Donc c'est clair que ça nous oblige à avoir un volume d'effectifs un petit peu plus important que si on n'avait que des employés à temps plein. Mais on s'y retrouve aussi de notre côté, parce que ça nous confère beaucoup plus de souplesse dans l'organisation de la boulangerie. On sait qu'en ayant ce volume de personnel-là, s'il devait y avoir des pics d'activité, ben, on serait capable d'aller chercher des gens supplémentaires pour servir nos clients. Oui, vous avez une banque. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est un échange. Aussi, tout à fait, tout à fait. Tout le monde y gagne. En s'engageant, c'est sûr qu'il y a un impact social et économique à long terme. C'est clair qu'on démontre que je suis intéressé. Oui. C'est clair que je démontre que je veux aider le jeune à réussir. C'est clair, on l'entend, c'est phénoménal. C'est clair que j'ai un goût pour une main-d'œuvre qualifiée à long terme. C'est ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend également, bien, il y a un effet marketing aussi. Là. J'utilise le mot commercial. Là. Oui, il y a un effet à ce programme mis de l'avant par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Les entreprises qui vont s'engager, bien, ils vont avoir la chance de peut-être les étudiants. Ben, tout à fait. Oui, puis les parents, tu dis, bien, je vais peut-être favoriser Première Moisson pour aller faire mes commissions. Puis si je suis enfant travailleur, en âge de travailler, bien, écoutez, j'aimerais ça m'intéresser. C'est de la bonne publicité, même si c'est pas nécessairement le premier objectif, mais c'est vrai. Tout à fait. Puis il y a beaucoup d'avantages à engager quelqu'un qui est plus jeune, mais comme vous l'avez dit, là, vous n'allez jamais avoir de problème. Vous avez plein d'employés qui peuvent venir si vous avez besoin. Puis les jeunes aussi, on peut le dire, sont forts, hein, c'est en forme. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail que ça peut être très bien aussi. Donc vraiment, chapeau à vous deux, c'est super intéressant. Merci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer à ça? Est-ce qu'on contacte la Chambre d'industrie? On contacte la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. On peut me contacter directement. On peut contacter Marie-Ève Duhamel, toute l'équipe de la Chambre, ou on peut aller tout simplement sur le site web de la Persévérance, qui est long, mais CCIL, Chambre de commerce et d'industrie de Laval, CCIL, Persévérance scolaire, en un seul mot.com. Et puis, honnêtement, tout y est. Très bien. Je vais prendre vos coordonnées aussi. Vous êtes situé à quel endroit, Première Moisson? Donc, nous sommes situés au Cosmodome, au 2888 avenue du Cosmodome, dans le marché gourmand, ici à Laval. Alors, si vous n'avez jamais été à Première Moisson, je suggère d'y aller. Merci beaucoup. moi, je vais essayer d'y aller un peu moins souvent. Merci beaucoup à vous deux pour votre beau travail. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci, bonne journée. Au plaisir. Merci. Et on termine l'émission avec un habitué ici, Renko Di Genova. Bienvenue. Bonjour. Alors, on s'est vu il y a 2 semaines, puis on a parlé de la campagne piéton. Alors, il y avait plusieurs intersections en problème à Laval où les gens traversaient la rue pas au bon moment. Alors là, vous avez, pendant une semaine, donné des petits cartons d'avertissement aux gens. Vous en avez donné beaucoup? On a donné beaucoup. Je vous donne un exemple. Une intersection où on a des problèmes, c'est Saint-Martin et Boulevard des Laurentides. Oui. Il y a des tours à bureaux qui sont là. Alors, le monde sont placés pour aller luncher. Alors, ils traversent un peu partout. Oui. Alors, la semaine du 12 au 16, ça a été la semaine de grâce. On donnait des pamphlets, on expliquait, on a essayé d'expliquer. Mais ça s'est fait pas seulement qu'aux piétons, mais aux automobilistes aussi. Oui. Parce qu'on a un problème côté piéton, mais il y a aussi certains automobilistes, il faut changer leur mentalité. Oui. Un piéton qui est à l'intersection, puis c'est son droit de traverser, c'est et là, maintenant, fini les avertissements, là, il y a des amendes. C'est important. C'est ça. La semaine du 19 au 23, c'est des contraventions qui se donnent. On parle de combien pour un piéton? Pour un piéton, on parle d'une amende de 41 $. Et pour un automobiliste? Un automobiliste, ça peut aller jusqu'à 160 $.
Alors, c'est important de faire attention. Exactement. Exactement. Tout le monde connaît les règlements. C'est temps de les appliquer. Très bien. Et quand on parle de règlement, on sait que c'est important de porter la ceinture et pas parler au cellulaire aussi quand on conduit. Et là, vous allez aussi donner des amendes, hein? C'est important. C'est exact. On a donné que la semaine du 12 au 16 encore, même la semaine dernière, on a donné 69 contraventions pour des utilisations du cellulaire au volant et 252 contraventions pour des ceintures qui ne sont pas portées correctement. En une semaine, 252? Oui. Wow. Sauf que ça, il faut noter que c'est un bilan provisoire, c'est pas final les chiffres. Ça va augmenter plus que ça. Ça donne toute une idée. C'est ça. On ne comprend pas, rendu en 2012. Une seconde. Quelques secondes, la ceinture est placée et voilà, c'est terminé. Et concernant les cellulaires, le monde qui texte au volant, ils regardent leur chiffre et tout, ils ne regardent pas sur la route. J'aime bien la nouvelle publicité qui passe à la télévision où les gens essaient d'écrire en même temps, puis c'est le même principe, hein? Faut pas faire ça. Les yeux sont concentrés sur le cellulaire et pas sur la route. Dangereux. Dangereux. Et là, l'hiver s'en vient. Alors, bientôt, à partir du 15 décembre, on doit installer nos pneus d'hiver. C'est obligatoire. C'est exact. Depuis quelques années au Québec, c'est obligatoire. Ça prend un pneu d'hiver. C'est quoi un pneu d'hiver? C'est un pneu où il y a un pictogramme sur le côté. C'est une montagne avec un flocon au centre de cette petite montagne-là. Si vous n'êtes pas sûr c'est quoi exactement, les marchands où ils vendent des pneus, que ce soit Canadian Tire, peu importe qui, ils sont au courant. Tout au courant. Ils ont la grandeur pour votre véhicule. Allez les voir. Il y a du monde qui nous dit encore, mais j'ai des pneus 4 saisons, sont flambant neufs. Ça ne passe plus si ça ne marche pas. Et l'amende est sérieuse. Exactement. On parle d'une amende qui peut aller jusqu'à 256 $. Alors, tu aurais payé tes pneus avec ça. Et il faut aussi penser, si jamais vous avez un accident, OK, et vous avez des pneus 4 saisons, même des pneus d'été, on a déjà vu, mais vos assurances, c'est quoi là-dessus? Vous êtes responsable. Oui, OK, c'est vrai. Il faut garder ça en considération. Oui. Et aussi, rapidement, la neige n'est pas encore là, mais on ne sait jamais quand l'attendre. Et il y a beaucoup de gens qui conduisent des igloos mobiles. Exactement. Dans notre jargon, on appelle ça des igloos mobiles, mais on en voit de plus en plus, que ce soit auto ou camionnette. Le monde, il enlève la petite neige qu'il y a sur le pare-brise avant et peut-être un peu sur le pare-brise arrière. Mais tout le reste, on en laisse ça d'épais. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est une amende qui peut aller jusqu'à 156 $. Il y a du monde qui nous disent « Oui, mais j'ai une grosse camionnette, je ne peux pas aller jusqu'en haut. » Il y a des bâtons télescopiques qui se vendent. Oui, des bâtons télescopiques, parfait. Enlever l'aggro de la neige, que ça ne revole pas sur le véhicule qui est en arrière, que ça peut y causer une situation d'urgence. Super. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est intéressant. On se revoit bientôt. Oui. Salut, bonne journée. Et c'est ce qui conclut cette émission de Laval en bref. Merci d'avoir été des nôtres. Merci bien sûr à nos collaborateurs et à la Ville de Laval. Si vous désirez obtenir plus d'informations ou soumettre votre commentaire, le tout est possible à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous dit à la semaine prochaine.